Le danger traverse la culture sous des formes multiples. Qu'il s'agisse de performances en hauteur, défiant les limites, comme le fait l'artiste de cirque Guillaume Fontaine, qu'il s'agisse d'actions artistiques fondées sur la présence et la mise en jeu de soi, comme le fait Sylvie Tourangeau en art performatif, ou encore que ce soit par le biais de la diffusion de caricatures politiques signées André-Philippe Côté, la création devient un territoire où le danger est à la fois moteur, langage et acte de courage. Cet épisode explore ces pratiques où l'art flirte avec le risque et vous verrez, nos trois artistes, eux, n'ont pas froid aux yeux et n'ont pas peur de grand-chose. Bienvenue à Question de culture. Guillaume Fontaine est un artiste de cirque multidisciplinaire qui pratique notamment l'art d'épater sur une slackline. Celui qui aime marcher au-dessus du vide et faire rire son public s'est rapidement créé une place de choix au sein des propositions artistiques qui coupent le souffle. Découvrez un jeune artiste qui joue habilement sur le mince fil entre équilibriste, jonglerie, art clownesque et acrobatie et qui considère, contre toute attente, qu'il y a bien peu de danger dans sa pratique. Moi, une des choses que j'aime faire quand je monte un numéro, c'est j'aime que le public oublie que ce que je fais, c'est difficile et dangereux. Qu'il y ait vraiment des moments où je sois tellement avec eux dans un personnage qu'ils oublient que je suis en équilibre sur une corde, puis ça a l'air super facile. En cirque, on cherche beaucoup à faire vivre des émotions chez les gens. Moi, depuis que je suis petit, j'aime ça, en mettre plein la vue. Montrer « Ah, regarde, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ci ». Donc, la slackline, ça amenait beaucoup cet aspect-là de « Hey, je me mets dans une situation dangereuse », puis ça crée une émotion chez la personne qui observe. Est-ce que c'est un réel danger? Oui, mais ça vient aussi avec une forme de sécurité qui est mon entraînement. Je m'entraîne beaucoup pour arriver à faire ces figures-là. Donc, le danger, il est amoindri un petit peu à ce niveau-là. Puis, je me mets pas non plus dans des situations où, en tout cas pas trop souvent, où la mort serait le seul issue. T'sais, ça reste que je mets des tapis ou je m'arrange pour que je performe attaché ou des trucs comme ça. Fait que je me mets dans des situations où je sais que je suis relativement en contrôle. On dirait que les limites arrivent puis changent avec le temps selon t'es rendu où. Il y a longtemps, mettons, quand j'étais plus jeune puis que mon lobe frontal n'était pas tout développé, j'avais eu envie de marcher une slackline pas attachée parce qu'on avait vu des gens faire ça. Ma mère nous avait dit clairement « Hey, j'espère que tu vas jamais faire ça ». Puis, ben, on l'avait quand même fait, on l'avait essayé avec mon ami. C'était une belle expérience, les genoux qui tremblent, le sentiment de... T'es vraiment en danger, là. Il faut que tu te tiennes, il faut que tu fasses attention. Mais ça, mettons, je l'ai fait, puis je le referai pas de cette manière-là au-dessus d'une falaise. Je le ferai à une zone où je sais que je suis capable de sauter en bas, mais c'est pas quelque chose que je souhaite pousser nécessairement de mettre dans cette zone-là. C'est pas l'adrénaline que je cherche comme quand j'étais adolescent. On dirait que là, il y a plus un aspect de apprendre à se contrôler, apprendre à se regarder à s'observer dans la discipline un petit peu. Tu sais, quand on pratique des figures qui sont difficiles, bien, on est vraiment sur le qui-vive, puis c'est le moins de détails qui fait en sorte que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Puis ça, il y a quelque chose de très agréable puis le fun dans ce genre de challenge-là. Un des moments importants récemment qui a eu lieu, c'est la traversée, si on veut, des deux clochers à Limoilou de l'église Saint-Charles. L'événement, c'était un petit peu de tenter de battre un record du monde. Puis l'idée d'un record, c'est sûr que ça fait toujours parler. Il y a un de mes amis, Samuel, dans le fond, qui fait de la slackline aussi, puis c'est lui qui a le record présentement, qui avait le record d'équilibre sur les mains. Fait que je me suis dit, hey, ça serait cool d'essayer de challenger ce record-là. C'est pas quelque chose que je fais beaucoup, des handstands en hauteur, mais j'en fais beaucoup sur ma petite slackline.
Donc, je me suis lancé ce défi-là et on va essayer de battre le record de Samuel pour faire en sorte que les gens aient envie de le regarder. C'est sûr qu'il y a une petite peur, mais c'est pas une peur... elle n'est pas si grande parce que j'ai déjà été haut, j'ai déjà tombé dans ma corde de sécurité, je sais que le matériel y tient. Oui, des fois, quand ça fait longtemps, il y a la petite pensée « Hey, es-tu safe? Ah, c'est vraiment haut. » Mais ça ne vient pas prendre tout l'espace en moi. J'avais plus peur du challenge que je m'étais lancé de « Hey, je me donne le défi de battre un record. J'invite des gens à venir regarder ça. Qu'est-ce qui se passe si je rate puis que je suis vraiment pas capable? » Puis j'ai quand même pu toucher cette peur-là beaucoup parce que la veille, il ventait, il pleuvait. J'ai essayé, puis ça marchait pas comme je voulais. J'étais comme « Ah, je pense pas que je vais être capable de vraiment battre le record. » Mais finalement, ça l'a passé. En 2018, avec des amis, on a installé une slackline, dans le fond, qui mesurait 1,9 km à Asbestos, nouvellement Val-des-Sources. C'est une ligne immense. C'était fou là, de l'avoir installée puis voir toutes les... C'est un serpent géant, tu sais, le vent, comment ça influence la ligne, puis tu vois presque pas de l'autre côté. Fait que tu t'engages dans une traversée que tu sais pas combien de temps ça va te prendre. Il y avait personne qui avait encore mis des pieds sur des slacklines comme ça. Fait que c'est vraiment comme... Ça va-tu me prendre 2 heures, puis je vais plus être capable, puis je vais être fatigué? Est-ce que s'il se met à venter beaucoup, je vais plus être capable de marcher, puis je vais être pris sur la ligne? Il y avait un petit peu un aspect de... Je saute dans l'inconnu, je me lance dans une traversée, puis je me croise les doigts. Je continue d'avancer comme que je peux. Donc, nous, on a installé cette ligne-là, puis on a réussi à la traverser sans tomber. Donc, c'était un record à ce moment-là. Ça donne toujours un bon show quand, dans le moment, l'artiste est vraiment challengé par la situation, puis le public sent qu'il combat, puis qu'il travaille, dans le fond, pour réussir. Là. On joue avec ça aussi. Des fois, on amplifie, on fait une phase de gars qui a peur ou de gars concentré, alors que c'est quelque chose que je suis assez en contrôle, mettons. Mais des fois, c'est de la vraie peur. Des fois, j'ai peur aussi. La peur, je pense que ça donne un très bon show, surtout quand t'as peur pour de vrai. Caricaturiste depuis plus de 30 ans pour Le Soleil, André-Philippe Côté se démarque aussi comme artiste du 9e art avec plusieurs bandes dessinées parues, dont la plus récente s'intitule Ama. Il a d'ailleurs remporté en 2025 le prix Reconnaissance en bande dessinée octroyé par la Ville de Québec. André-Philippe Côté est également un peintre dont le style des toiles n'a rien à voir avec celui de ses caricatures. Rencontre avec un homme cultivé, d'une grande intelligence et d'une finesse d'analyse aussi agile que le sont ses crayons. Moi, je suis un passionné depuis l'enfance par le dessin. Dès que j'étais enfant, il y avait une seule chose qui m'intéressait, mes parents s'en sont rendus compte, et c'était très, très mauvais pour mes études. J'ai tout mis mes œufs dans le même panier, comme on dit, il ne faut pas faire ça, moi j'ai fait ça. Je me suis dit, ma vie, ça va être le dessin, même très jeune, ce qui fait que j'ai même pas fini mon secondaire. J'ai abandonné l'école, j'ai fait que dessiner, mais lire sur l'art, aller voir des musées, aller voir des expositions. Puis là, je me suis construit. Mais je voulais vivre du dessin, mais je ne savais pas dans quelle direction prendre. Là. Je ne savais pas exactement quoi. Ce qui m'intéressait le plus en partant, c'est la peinture, être peintre. Mais finalement, j'avais des amis à l'école qui faisaient de la BD, de l'illustration, la caricature. C'est assez dynamique comme milieu. En fait, ça m'a amené à m'intéresser à ça. Puis en plus, il faut dire que quand j'avais 18 ans, la peinture qui était populaire à l'époque, c'est la peinture abstraite, mais vraiment très, très abstraite. Et moi, je suis un figuratif. J'aime beaucoup représenter le monde, représenter les choses. Et c'est en bande dessinée que ça se passe. Puis c'est en bande dessinée qu'il y a beaucoup de dessinateurs, ce qui n'est pas beaucoup en peinture. Le centre de ma vie, c'est le dessin. C'est l'écriture aussi. C'est ça que je me suis rendu compte. Il n'y a pas juste le dessin qui m'intéressait, c'était de dire des choses, de raconter des choses. Parce que quand je travaillais, par exemple, à une revue qui s'appelait Safari, il y a 10 ans, là, on me donnait les textes, puis je devais les illustrer.
Si j'avais été juste dessinateur, j'aurais été complètement satisfait, mais je me rendais compte que je voulais écrire les textes. Et puis là, je leur demandais, je peux-tu en faire des textes? Ils me disaient, non, tout est trop intellectuel. T'es pas drôle, côté, t'es pas drôle. OK. Puis finalement, je ne faisais pas. Là, j'ai comme créé Baptiste à l'époque, un personnage de bande dessinée. Là, il m'a dit, commence. Puis là, j'ai commencé. Là, maintenant, c'est ce que j'aime, c'est créer, raconter l'histoire, raconter des choses, dire des choses à travers, avec le médium du dessin. En caricature, au Québec, le mot danger n'est pas vraiment quelque chose qui s'applique. On a la chance de vivre dans une démocratie, dans la liberté de la presse, liberté d'expression, tout ça. Je dis que, donc, nous, le danger qu'on a, c'est que les gens soient indifférents par rapport à nos caricatures. C'est ça, moi, le danger que je trouve. C'est que il faut qu'une caricature émeuve les gens, les choque, les brasse, les étonne. Il faut tout le temps, il faut essayer de provoquer quelque chose. Le grand danger, c'est ça, c'est vraiment... Mais il n'y a pas de danger comme, par exemple, un caricaturiste iranien ou d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. J'en ai rencontré dans des congrès. Eux, ils ont des histoires à raconter où ils sont vraiment en danger. Un caricaturiste mexicain, lui, il racontait que des hommes cagoulés étaient débarqués chez lui en pleine nuit. Ils l'avaient enlevé devant sa femme et ses enfants. Ils l'ont emmené dans une forêt, ils l'ont attaché après un arbre. Là, ils l'ont mis en joue. Là, il y a un type qui a dit « feu », puis ils ont tout tiré par terre. Mais ils ont dit, la prochaine fois, on ne tirera pas par terre. Là, ils l'ont détaché et ils sont partis. C'était des cartels. Eux, ils ne jouent pas. Donc, eux, ils sont en danger, les caricaturistes. En Iran, c'est pareil. D'ailleurs, une chose qui distingue les dictatures, c'est qu'on emprisonne les caricaturistes, comme les journalistes, rapidement. On comprend que la caricature dérange le pouvoir, tu sais. Mais ici, au Québec, c'est l'inverse. Hein. Ici, les politiciens, ça ne dérange pas pantoute. Au contraire, si on ne les dessine pas, ça les inquiète. Puis moi, j'en ai vu des politiciens qui viennent me voir dans un salon et disent « ils veulent savoir pourquoi je ne les ai jamais dessinés. » Parce que c'est comme un baptême. C'est comme « ah, j'ai ma caricature. » Parce qu'ici, ça veut dire que tu fais partie de la rumeur populaire, si tu es caricaturiste, si tu es dans des dessins, là, puis souvent, ils vont acheter le dessin, ils vont l'encadrer. C'est vraiment... Donc, on n'est pas la même situation que dans d'autres pays. D'ailleurs, quand j'étais allé à un congrès au Mexique avec beaucoup des Cubains, des gens, tout ça, ils me présentaient leur caricature. C'était toujours très dur. Ça dénonçait la guerre, la pauvreté, tout ça. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de... C'était noir. Puis là, regardez ce que nous, on avait exposé. Il y avait Garnot Châtelot, puis moi. Puis ils disaient, c'est bizarre, vous êtes drôles, vous autres. Pour nous, la caricature, ça n'a pas fonction d'être drôle parce qu'ils sont dans des situations de dictature, alors que nous, ça fait partie de notre... En plus, les Québécois, on aime bien rigoler. On voit qu'il y a beaucoup de différences. Les caricaturistes, on ne peut pas avoir une vision globale, générale du métier. Là. Les événements de Charlie Hebdo, ça a été une fracture, une cassure, parce que c'était totalement invraisemblable, une chose comme ça. Je me souviens, quand je suis arrivé au bureau le matin, j'arrivais très tôt à l'époque, encore, puis le téléphone sonne, puis là, on me parle de Charlie Hebdo, je comprenais rien au téléphone. J'ouvre la télévision, puis c'était, est-ce qu'on peut faire une entrevue? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tué des dessinateurs. Je comprenais pas. Je connaissais un des dessinateurs qui s'est fait tuer vers ça. Je l'avais rencontré quelques semaines auparavant, j'étais en France. Ça a comme choqué comme tout le monde. Mais c'est sûr qu'après ça, quand le temps a passé, je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout la même résonance ici, encore une fois, qu'en France ou ailleurs. Ici, il n'y a pas la même... il n'y a pas la même pression sociale, il n'y a pas la même... Charlie Hebdo, il faut le dire, c'est de la provocation. Vraiment pure et dure. C'est vraiment leur mandat. C'est ce qui... Eux, ils veulent toujours essayer d'aller le plus loin possible, puis ils veulent toujours montrer que la liberté, il n'y a pas de limite. C'est vraiment ça qui se donne comme mandat. C'est quasiment plus la caricature, c'est vraiment... comme je dis, ils étaient comme des fantassins de la liberté d'expression. Ils s'étaient dit, nous, on va montrer que c'est
absolue la liberté d'expression. C'est vraiment un engagement, puis ça prend énormément de courage pour faire ça. J'ai toujours défendu Charlie Hebdo, mais je ne suis pas un gros lecteur de Charlie Hebdo parce que il y a des caricatures que je n'assume pas de ce qu'ils font. Mais ça nous aurait rappelé que quand on fait un dessin, il y a des gens qui le regardent, puis il peut arriver des conséquences, mais on est confronté à quelque chose dont on n'a pas de contrôle. À savoir qu'avant, moi, quand je publiais au Soleil, il y a 30 ans, le lectorat, c'était autour de Québec, le Gaspésie, tout ça. Tu sais. Aujourd'hui, je ne sais pas, mes dessins, qui va les voir? Ils peuvent être vus en France, ils peuvent être vus en Algérie, ils peuvent être vus au Maroc. J'ai des courriels, j'ai des lecteurs depuis partout dans le monde. Donc, il n'y a pas les mêmes référents. Je ne sais pas que je suis prudent, mais quand je fais une caricature sur un sujet chaud, je me dis, il faut que mon message soit vraiment clair. Il faut vraiment que ça soit clair. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Parce que si c'est ambigu, c'est là que la reine va en profiter pour rentrer. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est ça que tu voulais dire. Puis ils vont essayer de te faire. C'est de lire un sens que tu n'avais pas mis là. Alors que si c'est vraiment. Si je me dis, ah, ouais, là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vraiment ça que je veux dire. Ça va mieux passer généralement. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais bon, je l'assume. C'est ça, je fais attention depuis Charlie Hebdo pour être le plus clair possible, surtout sur des sujets très chauds. Bien, ça, c'est la caricature. Ça a été un succès incroyable. Ben, j'ai une réaction extrêmement forte. Ça a été diffusée en France à la télévision. C'est sur le groupe Ice aux États-Unis qui avait arrêté un enfant de 5 ans. Puis là, tout à coup, l'image de l'enfant de 5 ans, ça m'avait frappé. Et je me disais, ah, il y en a eu d'autres, justement, des images qui ont été importantes. C'est des images qui ont eu un impact très énorme, qui peuvent changer les choses. Les images sont capables de changer les événements. Puis les photographes sont importants à ce titre-là. Mais si j'avais mis 3 photos, ça n'aurait pas eu le même impact. Le dessin, il ajoute une autre dimension. J'ai simplifié, comme par exemple le personnage ici. J'ai pas besoin de voir la tête. Je me disais, si juste noir, ça va être suffisant. Ce qui est important, c'est la couleur de son vêtement pour ça représenter la menace. Ça donne rien de mettre plus de détails. Puis là, lui, je l'ai mis pour qu'il soit face à la mer, l'infini, tout ça, que ce soit encore plus... Bon, pour provoquer une émotion plus forte. C'est ça le travail du dessin. Là. Mais ce dessin-là, ça a été fou. Là. La réaction, ça prouve la puissance des images. Sylvie Tourangeau est une pionnière de l'art performance au Canada. Elle s'investit depuis 1978 dans des actions performatives, dans l'art relationnel, dans des rituels de circonstance. Grande vulgarisatrice de cette forme d'art méconnue, elle l'a enseignée, a fait du coaching individuel et a publié des livres ainsi que plus de 60 articles sur le monde de la performance artistique et sur les performeurs. Découvrez avec cette femme passionnée ce qu'est l'art performance, comment il ébranle le spectateur et le performeur et ce qu'il déplace comme limite. L'art performance, c'est qu'on peut penser que parce qu'il y a le mot performance, ça veut dire qu'on va se dépasser, ça va paraître le dépassement qu'on va faire. Mais en fait, c'était une réaction au performing art, qui était, mettons, le ballet classique, la danse, le théâtre, où il y a des codes de définis et on doit, bien sûr, être excellent ou dépasser ses limites en termes de quelque chose de physique, par exemple, un exploit ou quelque chose comme ça. Alors que l'art performance, c'est performance dans le sens de qu'est-ce qui te titille? Quelle est la place de la zone qui est vraiment, là, qui commence à être dans un inconfort? Et comment être dans le moment présent en ayant cette intention-là ou en développant un concept relié à quelque chose qui vous titille, ou ça peut être aussi un état d'esprit qui est relié à ça. Exemple, j'ai jamais chanté, puis je décide dans une performance que je chante, puis après ça, je bouge,
Mais je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas nécessairement danseuse, mais je suis dans l'enlignement de mon intention, l'enlignement de mon état d'esprit, l'enlignement de mon concept relié à quelque chose qui n'est pas nécessairement confortable pour moi. Donc, c'est du défi interne, c'est du défi externe. Et aussi, la performance, il y a autant de performances qu'il y a de performeurs. Fondre et se fondre, c'est avec la Biennale, la 12e Biennale, la Manif d'art de Québec. Et c'est 3 performances. Première performance, c'est un happening. Première fois de ma vie que je fais un happening. Alors, fondre et se fondre en premier, c'est sur le bateau de la traverse. Et c'est la traverse Lévis-Québec. Ensuite, on a une deuxième qui est à la fontaine, hein? La fontaine de Daudelin, qui est en face de la gare du Palais. Et la troisième est aux Chutes Montmorency. Alors, les 3 ont un rapport à l'eau. Donc, on parle de la première performance. La première performance, c'est vraiment à l'extérieur. On peut rester à l'intérieur et bénéficier de l'ambiance sonore, mais on peut aussi être sur le pont. Alors, c'est un happening avec des consignes. Alors, la consigne, c'est de bouger non-stop et de devenir un brise-glace. C'est fondre dans le sens que on va avoir chaud. Mais c'est aussi se fondre parce que on reçoit de la vastitude du fleuve en même temps qu'on reçoit de la vibration du bateau, en plus que ça va être amplifié au niveau sonore. Et en fait, ce qu'on pratique, c'est une détermination fluide pour créer un passage de navigation, un passage libre. Donc, les usagers vont avoir les petites consignes que je viens de vous dire et ils vont s'introduire dans le bateau, puis ils vont être avec les performeurs dans un happening de tout le monde sur le bateau durant 12 minutes, qu'on devient des brise-glaces. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne vivrait pas normalement. Et aussi, ça ouvre la biennale qui s'appelle Briser la glace. La deuxième performance et la troisième performance, ce que je pourrais vous dire pour l'instant, c'est que c'est la même structure. C'est pas la même performance, mais c'est la même structure. La structure, c'est je fais quelque chose individuellement. Ensuite, je propose une action collective. Et la troisième partie, ce sont les gens qui décident comment ils vont finir la performance, qui est une suite d'actions performatives. C'est un travail de présence interreliée. Moi, je m'en vais dans le lieu des semaines avant, je reste des jours là. Qu'est-ce que je reçois du lieu? Je demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de la sculpture. Je parle aux gens que je vais faire une performance sur fondre et se fondre. Et finalement, j'ai un dialogue avec l'endroit. Donc, c'est un travail qui est invisible et qui est visible aussi. Mais l'important, c'est de continuer à être dans le dialogue plutôt que trop décider quoi faire. Et là, il peut arriver toutes sortes de choses. Donc, c'est un peu ça, la partie risque de la chose. Comme sur le bateau, c'est un autre type de risque aussi, parce que là, tout le monde va bouger sur le bateau. Qu'est-ce qui va arriver pour eux? Il y en a qui vont être plus émotifs que d'autres. Il y en a qui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais l'important, c'est on peut-tu s'offrir un moment de navigation collectif où est-ce qu'il y a du performatif, du non prévu et comment on travaille avec ça? C'est grisant, mais il y a énormément de beauté en même temps que des fois c'est difficile, mais c'est ce mélange-là qui fait quelque chose de vivant, quelque chose de vrai et quelque chose avec qui les gens vont vivre une expérience. Pourquoi il y a un risque avec le spectateur? C'est qu'en art performance, on n'est pas là pour faire plaisir.
On n'est pas là que le monde rit, mais on va en mettre un peu. Donc, ça veut dire que on tend pas à séduire. On tend pas à répondre dans la... Qu'est-ce qu'il faudrait bien faire pour que ça se passe bien, mettons, avec le spectateur? Ça fait pas partie, mais ce qui fait partie, c'est qu'est-ce qui se passe dans la réalité avec le spectateur. Et l'espace relationnel avec le spectateur transforme comment mon action dans la réalité. Donc, non, je ne pense pas avant, j'anticipe pas avant que je devrais faire ça sur le bateau parce que, tu sais, non. Toute cette relation dans le ici et maintenant avec le spectateur, ce qu'on tente, c'est que la singularité du performeur soit à son service et que la singularité du spectateur soit à son service et tout ça dans une relation du ici et maintenant. Fait que ceux qui me diront, là, qu'il n'y a pas de risque en art-performance, là, il y a du risque dans n'importe quel mode relationnel. Voilà. Comme moi, vous avez découvert qu'avec Guillaume Fontaine, Sylvie Tourangeau et André-Philippe Côté, le risque prend plusieurs visages. Il est parfois spectaculaire et physique, d'autres fois plus feutré, niché dans l'aveu, l'exposition de soi ou la critique sociale. Mais pour ces trois artistes, une chose est sûre, le danger est un levier, un moyen de tester les limites, physiques ou symboliques, pour mieux les définir. Ces œuvres nous rappellent que la création exige d'accepter l'imprévisible pour forcer le dialogue et bousculer nos perspectives. Après tout, le véritable danger ne réside peut-être pas dans la controverse, mais dans l'audace de se montrer vulnérable. Car créer, c'est aussi accepter une part d'inconnu. Merci d'avoir été à l'écoute de Questions de culture. On se retrouve très bientôt pour plonger dans ces espaces sensibles où l'art nous invite à explorer certaines zones de friction.